sais, tout à l'heure, tu me parlais de c'est quoi le bonheur, quoi. Mais il y a aussi la question de c'est quoi le succès. Et moi, je pense que le succès, en fait, le succès, c'est être la meilleure version de toi-même, d'avoir la vie la plus alignée avec qui tu es, en fait. C'est quoi la chose la plus importante pour moi? Je dirais, en fait, que pour moi, c'est un feeling d'alignement. Genre le feeling d'être aligné avec moi-même. Liberté au sens, ouais, liberté, mais au sens, pas forcément au sens, ouais, je fais ce que je veux. Les choix que je fais, ils sont alignés avec moi. Je minimise les frictions qui me permettent d'implémenter le choix, en fait. Parce Exactement. que tu fais toujours des compromis. J'aime beaucoup ce que tu viens de Mais dire. au moins choisir Choisir avec les personnes, qui j'ai envie de faire des compromis, avec qui je pense que on peut faire des compromis win-win. Bah, salut, Salut. ça va? Ouais, tranquille. Tranquille? Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Ouais, bien sûr. Ouais, donc je suis Auguste. Moi, je me suis expatrié il y a à peu près 10 ans. Je suis allé aux US d'abord pour étudier. Ensuite, je suis allé à Singapour. Et là, depuis 1 mois et demi, j'expérimente avec le lifestyle de digital nomade. Ok. Ça se passe? Ouais, ça se passe bien, ouais. Tranquille? Ouais, tranquille. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes origines, ton background et Ouais. ton enfance, Ouais, bien sûr. Moi, je suis né au Rwanda D'accord, en 92. ok, Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. ok. Et j'ai grandi en France. Enfance plutôt modeste, on va dire. Mm. Euh, Famille d'immigrés, on a envie de réussir, tout ça. Et après, donc j'ai fait une prépa, Ok. une école d'ingé. Et puis après, je me suis spécialisé en AI. Je suis arrivé à Ah, mais Singapour. quand est-ce que tu t'es spécialisé en AI? Moi, je me suis spécialisé en AI en 2014. Il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Punaise, c'est incroyable, la vision, hein. Ouais. Super. Ouais, non, mais en fait, j'ai senti le truc, quoi. Ouais. Je me suis dit, ça va être la Mais troisième révolution industrielle. c'est fort quand même, il y a 10 ans d'avoir vu. Il y a 10 ans, moi, j'étais pas encore. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Franchement, pour être honnête, je pense que. Je pense, alors que je suis un mec tech, hein. Ouais. Il faut dire que, franchement, il y a 10 ans, se dire je vais me spécialiser dans les AI, c'est très fort. Non, là, pour le coup, ouais, petite tape sur l'épaule, là. Ouais, c'était pas mal, c'est un bon move. Ouais, grave. Et du coup, ouais, il y avait de très belles portes qui sont ouvertes pour moi à Singapour. J'imagine. Et j'ai bien ridé la vague, quoi. Et là, du coup, il y a à peu près 4 ans, j'avais encore mon job à Singapour. Et on a créé une boîte avec des potes où on fait du trading algorithmique, Très bien. en fait, sur les cryptos. Ok. Là, pareil, les cryptos, moi, c'est en 2017 que ça a fait tilt dans ma tête Ouais. que genre, c'était le futur. Ouais, grave. Et puis, comme on avait les skills, on a lancé ça. Et là, maintenant, je suis full-time dessus. Et en même temps, j'enjoy le lifestyle de digital nomade, quoi. La liberté qui vient avec, Ouais, donc pouvoir toi, bosser de n'importe où. Ça, donc, c'est si, pas mal. si je comprends bien, t'étais bien. Explique-nous, t'étais à Singapour avant ça? Ouais, c'est ça. T'es resté combien de temps là-bas? 8 ans. 8 ans à Singapour. 8 ans, dans une grande entreprise. J'ai fait un peu de tout. J'ai démarré dans une start-up. Après, je suis allé dans une grosse boîte. Je suis retourné dans la start-up. Je suis allé dans une autre grosse boîte. Et voilà, et ça, c'était mon Ok. dernier job, quoi. Ouais, non. Et t'es dans une Singapour. Pour ceux qui savent pas, hein, Singapour, c'est un des pays les plus riches au monde. Je pense que c'est un super gouvernement, une économie incroyable. Ouais. Et t'es quand même parti. Ouais, je suis quand même parti. Je suis parti parce que c'était un peu trop la rat race pour moi. Ouais. Et en fait, c'est pas tellement à ça que j'aspire, en fait. Ouais. Et aussi, ouais, c'est essentiellement pour ça. Une autre raison aussi, c'est que le coût de la vie, en fait, a vachement augmenté. Et en fait, du coup, bon, j'avais un bon salaire, mais tu vois, si t'aspires à, je sais pas moi, avoir des enfants, je sentais en fait que si je commençais à développer de gros projets comme ça, avec ma partenaire, eh bien, il allait se passer un moment où il fallait faire encore plus d'argent
Ouais, juste Et courir du coup, après en fait, c'est l'argent. une espèce de spirale où T'en sors jamais. tu t'en sors jamais, en fait. Tu es tout le temps en train de courir derrière l'argent, etc. Ok. Et aussi, une autre raison, c'est que moi, je voulais mettre à 100% sur mon activité. Et là, à ce stade, on n'est pas encore à un stade où on se rémunère. Ouais. En fait, on réinvestit tout dans le Ah, business. clairement. Ouais. Et, C'est comme ça au début, hein. c'est ça. Et donc, me mettre à 100% sans me rémunérer dans un endroit où vraiment le coût de la vie commence à vraiment augmenter bien. Ouais, ça me paraissait pas wise, en fait. Ouais, tu avais trop de stress, du coup, qui Ça allait t'arrivait. faire du stress, ça allait faire une sensation de corde un peu autour du cou, Ouais, ce qui est pas propice à être créatif, exactement. à résoudre des problèmes, tu vois, de manière sereine et tout. Donc ouais, donc du coup, je me suis dit bon, on va bouger à Da Nang. Et Ah, direct Da Nang. ouais, parce qu'en fait, Pourquoi Da Nang? pourquoi Da Nang? Bah, tu sais, en 8 ans à Singapour, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Je suis allé un peu partout. Et, euh, et je savais on avait des destinations en tête de ce qu'il nous fallait, tu vois. On avait pensé à Bali, évidemment. C'est un hub Oui. digital nomade. Le premier, je pense. C'est sûrement même le premier. Hmm. On avait pensé à la Thaïlande, genre Phuket, Chiang Mai. Ouais, Chiang Mai, c'est gros aussi. Chiang Mai, c'est gros aussi. On avait pensé aussi à la Malaisie, parce que la Malaisie, en termes de taxes et de visas, il y a des bons plans. Ouais. Et en fait, mec, c'est juste que Da Nang, c'était un peu le coup de cœur, quoi. Tu vois. C'est pas l'endroit le plus pratique d'un point de vue visa, parce que bon, tout est bien placé pour le savoir. Ouais. Mais c'est juste un coup de cœur, en fait. Ouais. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on tente Da Nang d'abord, et après on voit. Tu Et vois. ça fait combien de temps que vous êtes à Da Nang? Donc là, ça fait 1 mois et demi. C'est vraiment. Là, l'aventure, elle démarre. Hein. Il démarre à Da Nang. Je pense que, franchement, pour être honnête avec moi, il n'y a pas de. En tant que moi-même digital nomade, il n'y a pas de meilleur point de départ que Da Nang, je pense. Hmm. Parce que vraiment, le coût de la vie, il est très faible, mais en même temps, tu as toutes les infrastructures qui Ouais. te permettent, comme cet espace qui est incroyable. Ouais. Et donc, ça te permet vraiment de commencer cette vie de manière très, 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 très bien, sur de bonnes auspices, comme on dit. Ouais, c'est pas mal. Juste le problème du Vietnam, c'est le visa, mais Ouais, c'est ça. Ouais. c'est tout. Hein. Donc, il y a plein d'expatriés, comme on disait, qui font des visa runs tous les 3 mois, mais ils aiment tellement le Vietnam qu'ils sont prêts à faire des visa runs. Le Vietnam, par contre, je pense qu'il n'est pas très regardant sur les visa runs parce qu'ils savent eux-mêmes que de toute façon, on n'a pas le choix pour vivre ici. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? T'as pas entendu de personnes qui se font bloquer à la frontière comme en Thaïlande? Par contre, ça existe. Il y a des gens, Alors, au bout de 3 visa runs, la Thaïlande, il va te dire, bon, toi, tu commences à te calmer. moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont là depuis plusieurs années Ouais. et qui font des visa runs. Ouais, Alors là, voilà. j'ai eu un dîner il y a 2 jours là, Mm. et un gars super sympa, et il disait qu'il est là depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je lui disais, mais du coup, tu fais comment pour les visas et tout? dinguerie. Il fait, ouais, mais non, visa run tous les 3 mois. Ouais. Je fais, ok, il Il va où? En Thaïlande, Malaisie? va partout. Il va partout. Ouais, Ouais, ils s'en fichent complètement. ouais. Il y a des gens qui s'en fichent complètement. Et il y a des gens comme moi qui ça dérange un peu plus. Mais c'est vraiment comme bon te semble, quoi. Les gens, C'est ils ça. font comme. Parce qu'en vrai, c'est pas si contraignant parce que de voyager tous les 3 mois, c'est pas si contraignant que ça en vrai. Hein. Parce qu'il y a plein de destinations plus chouettes de se dire, bon, bah, Ouais. tous les 3 mois, on va se faire petite virée quelque part. Voilà. Et au final, moi, c'est ce que je faisais déjà à Singapour. Hein. C'était genre même plutôt tous les 2 mois, quoi. Voire Mhm. moins. Tu prends un avion, tu vas à Bali, tu vas surfer, ou tu vas ailleurs, quoi. Ouais. Ouais. Donc toi, t'en es là, tu fais ton petit business, Ouais. t'es à Da Nang. Qu'est-ce qui t'anime le plus? Enfin, genre, en gros, on va dire que nous, on aspire tous au bonheur. Ouais. Mais pour toi, c'est quoi la chose la plus importante pour... Pour moi, en fait, c'est une très bonne question. Je dirais en fait que pour moi, c'est un feeling d'alignement. Tu vois? Ouais. Genre le feeling d'être aligné avec moi-même. Et Ouais, c'est super important. voilà, moi, je dirais que c'est ça. Je pense que ce feeling, en fait, il cache beaucoup de choses derrière. Oui, exactement. Mais pour simplifier les choses, c'est ça. Par exemple, à Singapour, je me sentais plus aligné, en fait. Je me sentais un peu schizophrène parce que j'avais mon business sur le côté, j'avais encore mon 9 to 5. Ouais. Et en fait, j'avais plus aucune motivation pour le 9 to 5, en fait.
Et, et le choix de l'alignement, en fait, c'était de me focus à 100% sur mon business, ce qui impliquait, en fait, de quitter Singapour. Ouais. Mais à quel moment tu t'es dit déjà, à quel moment tu t'es dit, bon, il faut que je suis dans Ouais. mon 9 to 5, et à quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse mon business, faut que... Bah, ça remonte à pas mal de temps, hein. En fait, donc, je suis arrivé à Singapour en 2016. Et en fait, j'ai démarré dans une startup. Et en fait, déjà à ce moment-là, pourquoi j'avais choisi une startup, c'est parce que déjà à ce moment-là, en fait, je savais que moi, je suis pas quelqu'un qui va vouloir faire carrière, tu vois, et que je voulais arriver à une position de liberté assez rapidement. Liberté, donc. Liberté au Liberté. sens, ouais, liberté, mais au sens, pas forcément au sens, ouais, je fais ce que je veux, tu vois. C'est plus liberté au sens, les choix que je fais, ils sont alignés avec moi, et je minimise les frictions qui me permettent d'implémenter le choix, en fait. Et du coup, je m'étais dit, bon, moi, je sais que si je reste dans une boîte trop longtemps... En gros, tu as un objectif. Ouais. Et toi, tout ce qui ne va pas avec cet objectif, tu vas essayer de mettre sur le côté. Ou dans la mesure du possible. Parce que, Ouais. tu sais, parfois, enfin, Bah oui. je sais pas, là, je suis en relation avec quelqu'un, par exemple, bah, je l'ai intégrée à mes objectifs, en Bien fait. Tu vois sûr. ce que je veux dire? Ouais, Du bien coup, sûr. je fais pas ce que je veux. Oui, oui, bah bien sûr. Elle est On a tous intégrée des- à... Exactement. Mais c'est plus genre, tu vois, moi dans le travail, j'aime avoir de la liberté de bosser sur ce que j'ai envie de bosser, de prendre les décisions qui font sens, tu vois. Évidemment, tu bosses avec d'autres personnes, mais tu vois, la liberté, c'est aussi de décider avec qui tu as envie de bosser, tu vois. Évidemment, et de décider avec qui, en fait, tu as envie de faire des compromis. Parce Exactement. que tu fais toujours des compromis. J'aime beaucoup ce que tu viens de Mais dire. au moins, choisir les avec personnes. qui j'ai envie de faire des compromis, avec Ouais, qui ouais. je pense qu'on peut faire des compromis win-win, où tout le monde gagne, en fait. Ou même, c'est trop bien ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, on n'est jamais 100% libre, ça n'existe pas. Non, ouais. Et quand on s'engage dans une relation, ou quand on s'engage dans un business, des trucs comme ça, on a toujours des personnes avec qui, mais qu'on aime assez pour se dire que ça vaut le coup à la fin. C'est toujours, même si on peut avoir C'est ça. des problèmes, de toute façon, ça fait partie de la vie, hein. Ouais. Et les compromis, pour moi, c'est aussi la vie, en fait. C'est ça. Et avoir des problèmes ensemble, choisir avec qui tu vas affronter ces problèmes, des trucs comme ça. Et ouais. Et donc, pourquoi je voulais être dans une startup? Parce que mon idée, c'était, ok, j'ai envie de bosser dur, d'entrée de jeu, et dans une startup où je peux avoir des parts. Comme ça, je grandis avec la startup. Et quelques années après, la startup, elle est vendue. Moi, je prends une part du gâteau. Et ça y est, je sors de la matrice, quoi. Et tu peux... Et maintenant, je vais faire mes bails, quoi. Ouais. Tu vois, je vais faire mes projets, etc. C'était, je pense, un plan un peu... bon, il valait ce qu'il valait, tu vois, avec les connaissances que j'avais de comment le monde fonctionne. C'était ça la motivation, tu vois. Ouais. Sauf que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Donc en fait j'étais le deuxième employé de la boîte. On a bossé, mais genre comme des malades, comme des acharnés. Tu sais, j'ai fait une classe prépa, donc je savais ce que c'était que genre bosser dur. Mais là, en fait, j'ai remis ce niveau-là d'intensité, d'entrée de jeu. Et on a développé... en fait, c'était une boîte où on faisait des algorithmes pour diagnostiquer une maladie du foie, de manière non invasive. Bref, je te passe les détails. Mais en gros, on a développé un algo qui était fonctionnel en moins d'1 an. On a commencé à le commercialiser. Et on a commencé, en fait, assez vite, la boîte, elle commençait à faire de l'argent, tu vois, assez vite. Et du coup, moi, en fait, dans l'histoire, je me suis pas senti récompensé. Parce que, mec, j'ai contribué à au moins 50% du truc, quoi, voire si ce n'est pas plus. Et j'ai pas senti de récompense en adéquation. Et je sentais, en fait, un environnement où le CEO était plus dans l'exploitation, tu vois. Et là, en fait, je me suis dit, bon, en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que j'étais en train de donner mon énergie vitale. Exactement, c'est ça.
à quelqu'un d'autre. Mm. Et en fait, que c'est finalement ma récompense, elle était un peu illusoire. C'est que en gros, il y avait un vesting schedule. C'est un vesting schedule, c'est genre les parts, en fait, j'allais les débloquer au fur et à mesure. C'était un schedule sur 4 ans, en fait. Et c'est juste, je me suis dit, bon, est-ce que je peux tenir un rythme comme ça pendant 4 ans et est-ce que aussi, tu vois, il peut se passer tellement de choses, et, et je sais pas, je sentais que c'était pas le bon environnement, et donc j'ai décidé de quitter la boîte. Mm. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais quitter la boîte parce que T'es pas aligné. je me sens pas aligné, en fait. Et là, l'objectif, en fait, c'était justement de réduire l'intensité, de retrouver un work-life balance. Mm. Donc j'ai trouvé une grosse boîte, une bonne planque, tu vois, avec beaucoup moins de pression. L'idée, en fait, c'était de démarrer mon truc sur le côté, en fait. Ouais, ouais. Parce que, ouais, en gros, je m'étais mis dans l'idée que fallait que ce soit mon truc, en fait. Du coup, j'ai fait ça, donc j'ai tenté plein d'idées, plein de trucs sur le côté. Il n'y a rien vraiment qui prenait. Mm. Tu vois, des petits projets sur le côté, mais il n'y avait pas grand-chose qui prenait. Et en fait, au bout de 2 ans et demi, Mm. là, je me suis dit, bon, allez, on va sortir on va vraiment prendre des vraies actions. Et j'ai entendu parler de on va dire, incubateurs à start-up. D'accord. Un qui s'appelle Huntler, le deuxième qui s'appelle Entrepreneur First. Je sais pas si tu as entendu parler de ces deux-là. Non. Ils sont vachement connus, donc ils étaient tous les deux disponibles à Singapour. Et donc j'ai apply. Et j'étais pris, en fait. Donc cool. Et en fait, j'en parlais un peu à mes potes autour de moi. Je leur disais, ouais les gars, moi c'est bon, c'est fini, le monde corpo, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, Ouais. incubateur à start-up, etc. Tu vois. Et c'est là que 2 de mes potes, en fait, quand ils apprennent ça, ils me disent, mais mec, tu sais, nous ça fait quelques mois, on a lancé un projet de trading algorithmique sur les cryptos. T'es vraiment sûr que tu as envie de rejoindre l'incubateur à start-up et tout, parce que en fait, on aurait besoin de tes skills, quoi. Est-ce que tu veux pas nous rejoindre sur ce projet-là? J'ai réfléchi, et c'est vrai qu'en fait, dans ces incubateurs-là, ce qui se passe souvent, c'est que eux, ils ont juste besoin de une ou deux équipes qui gagnent, en fait, Ouais. pour avoir leur retour sur investissement. Donc vous êtes, je sais pas moi, Oui. disons une centaine, Mm. ils vous mettent par deux, de peut-être 50 équipes. En fait, sur les 50 équipes, ils savent qu'il y en a une ou deux qui va émerger. Mm. Ils sont pas forcément là pour ton... En fait, c'est très Koh-Lanta comme environnement, tu vois. Ouais, oui, j'ai capté. C'est très Hunger Games. Et donc, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour... Est-ce que c'est ce que je voulais? Non. En fait, au final, j'ai réalisé que non. Mm. Donc, et le projet des copains, en fait, il me paraissait bien parce que l'idée du trading algorithmique, c'est que, enfin, si tu as les bonnes compétences, ce qui était le cas, en fait, à tous les trois, on se complétait super bien pour réaliser ça. Si tu as les bonnes compétences et que tu y arrives, en fait, déjà, ça génère de l'argent tout Oui. seul. Donc, tu peux investir ton argent dedans et ça compound avec le temps. Et donc, en fait, t'es pas dans une situation où genre, tu dois nécessairement donner 30% des parts de ta boîte à quelqu'un pour que le truc il puisse grandir au Ouais, début, ouais, tu vois. c'est autonome. Donc ça, c'était un peu le truc qui me motivait. Donc comme tu peux voir, c'était vraiment cette optique de liberté, en fait. Finalement, c'est ça qui drive un peu toutes mes décisions, c'est autonomie, liberté. Une sorte comment dire, d'argent passif qui Ouais, arrive aussi. c'est ça, ouais. Ouais, c'est Pour ne ça. plus avoir. Et si par exemple, j'ai une question, si par exemple tu avais cet argent, vas-y, on va dire, admettons, tu as 5 000 € qui tombent par mois, Ouais. et t'as plus besoin, ça c'est fait. Genre, t'as plus besoin de t'occuper de l'argent, tu fais Alors, quoi? le truc, c'est qu'il n'y a pas que l'argent dans le truc, c'est que aussi, moi, j'ai toujours aimé les maths, Mm. j'ai toujours aimé résoudre des problèmes, Ouais. et l'algorithmic trading, en fait, ça tique cette case aussi, en fait. C'est Ouais, que ça te passionne, quoi. ça me passionne, en fait. Donc, c'est que en fait, tu peux pas isoler un élément de l'équation et dire, en fait, c'est un tout, tu
tu vois. En fait, C'est un tout parce que regarde. C'est ton truc de rêve parce que j'ai l'impression que ça combine plein de choses, la crypto, les maths, C'est ça. le trading. La crypto, j'aime beaucoup. Les maths, j'aime beaucoup. L'aspect résolution de problèmes, j'aime beaucoup. L'aspect, en fait, je peux faire ça de n'importe où. Ouais. J'aime beaucoup parce que du coup, tu vois, avec ma fiancée, bah, tu vois, on se fait des week-ends, on bouge un peu à gauche, à droite, et moi, je peux prendre mon laptop, peut-être je vais avoir besoin de 2 heures pour faire un truc, boum, je vais le faire. Ça m'apporte énormément de flexibilité, en fait. Ouais. Et aussi, c'est que l'idée, c'est qu'avec le temps, et c'est ce qui est en train de se passer, tu passes de moins en moins de temps dessus parce que c'est totalement automatisé. Ouais. En fait, nous, l'automatisation, c'est un truc qu'on a déjà, moi, via le machine learning, etc., enfin, les AI. C'est lui qui fait pour toi. C'est ça. Le tout, en fait, c'est que l'investissement initial, il est important, mais l'idée, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, c'est automatisé. Donc là, pendant que je te parle, les algorithmes sont en train de tourner. Ouais. Et à un moment donné, je le sais parce que moi, je m'intéresse à beaucoup de sujets, beaucoup de choses, parce que là, on parle beaucoup du taf et tout, mais sur ces 8-10 dernières années, je me suis intéressé à beaucoup de sujets. Moi, il y a d'autres choses que j'ai envie d'explorer, en fait, tu vois, qui sont moins, on va dire, moins techniques, plus dans l'humain, le relationnel, le développement personnel. Et je sais qu'à un moment donné, je vais commencer à allouer plus de temps sur des choses comme ça, en fait. Mais c'est ce que je te disais, une fois que tu feras quoi vraiment tout son temps, est-ce que tu as un rêve sur le côté plus, je sais pas, créatif ou je sais pas? Alors, en fait, j'ai pas vraiment de... Moi, ma philosophie, en fait, c'est que, tu vois, une fois que je suis dans ces situations-là, eh bien, je vais avoir des projets qui vont durer un certain temps. Ce sera des chapitres, en fait, tu vois. Et c'est difficile d'anticiper lesquels ce seront, en fait. Je sais dans quel domaine ce sera, mais c'est difficile d'anticiper. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a des phases où je suis obsédé par des topics, par phase. Et par exemple, il y a une phase où j'étais passionné de cinéma, je me suis regardé tous les classiques, etc. Eh bien, tu vois, imaginons que je suis dans une phase comme ça, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, peut-être tout simplement, pourquoi pas lancer un podcast ou un projet comme ça, ou genre, Ou pourquoi pas faire ton film? Pourquoi pas? Qui sait, tu vois? Ouais. Ou genre, juste, ouais, tu peux partager, il y a une manière en fait, c'est de partager aux autres ce que tu as appris de toutes ces heures-là à grinder un topic, tu vois? Tu peux le partager de plein de manières possibles, surtout aujourd'hui. Soit tu peux via un blog, via un podcast, via, je sais pas moi, tu connais sûrement Gumroad? Gumroad, en fait, c'est une plateforme où n'importe qui peut vendre, entre guillemets, des knowledge sous le format qu'il souhaite, tu vois. Ah oui, je connais. Tu peux faire un online course où tu peux... bon, là, tu vois, par exemple, une de mes obsessions ces dernières années, ça a été le développement personnel. Mais je suis allé vraiment en profondeur dans le sujet, notamment via les psychedelics. Oui. Je sais pas si on peut en parler. Vas-y. On peut en parler. C'est bon, ça. En fait, où genre, tu as vraiment des outils aujourd'hui qui te permettent d'aller au plus profond de ton subconscient et de te confronter à toutes tes limites, en fait. Et après, de travailler sur ces limites-là pour devenir une meilleure version de toi-même. Et moi... C'est mieux te connaître aussi. Mieux te connaître, toi, et déjà d'une part, ce qui est méga important, et d'autre part, plutôt travailler sur les choses qui te limitent dans tes relations, dans ton business, dans la vie, en fait, de manière générale. Et je pense que là-dessus, il y a pas mal de choses à faire, tu vois. Tu peux... t'optimiser, quoi. C'est une manière de voir le truc. Le développement personnel, c'est s'optimiser. C'est une manière de voir... Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu pars du principe que... ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour être le plus efficace ou le plus productif, faut aussi être le plus heureux dans ton jour. C'est tellement vaste, en fait. C'est super vaste. Mais tu vois, moi...
Optimisation, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que ce mot, il est très connoté, genre c'est très froid, tu vois. Ouais, je sais. Mais Alors c'est que, le mot que j'ai trouvé. Ça, mais c'est t'as pas raison. exactement ça. Non, non, mais t'as raison. Mais c'est juste, je me dis peut-être que certaines personnes, en entendant ce mot-là, elles pourraient penser, ouais, le mec c'est un robot et tout, il est Oui, en train bah de oui, je sais. s'optimiser. Alors que, en fait, non, ouais, non, mais c'est juste genre, Mais on est un peu des robots, on est un peu programmables, hein. ouais. Parce que Non, c'est vrai. clairement, on a des habitudes, de l'environnement, on peut vraiment se créer des automatismes, les changer, tout ça, c'est Entièrement programmable. d'accord. Bah, en fait, t'as raison, parce qu'au final, ce dont je te parle, c'est la reprogrammation. Mm. Oui, t'as raison. Mm. C'est en fait enlever les programmes Ouais, qui ne te servent pas exactement. et introduire les programmes qui te servent. Exactement, c'est ça. Mais fondamentalement, je suis d'accord avec toi. Moi le mot que tu emploies, je l'emploierais en fait. Hein. Mm. Je suis pareil. Genre, Ouais, optimisation. mais quand on est dans la tech et tout, je crois qu'on est tous Voilà, les c'est deux un ça. peu Mais c'est ingénieurs juste, je dans pense ça. peut-être à l'audience, peut-être qu'il y a des gens, ils entendent le mot optimisation et ils disent ouais, mais non, mais c'est des robots ces mecs-là, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est pas une histoire d'être un robot, c'est Mm. plus une histoire de. Faut voir l'après, quoi. Faut voir plus C'est loin ça, que c'est ça. le fait d'être un robot. Parce que tu vois, C'est je vais donner un exemple concret, tu vois. Imaginons, t'as une peur de te montrer vulnérable, ouais. Ah, ça c'est super mais intéressant. qui est genre enfouie en toi, C'est trop. tellement enfouie en toi en fait Ouais, que tu n'en es même pas conscient. ouais. Mais dans tes relations, il y a toujours un truc qui bloque en fait, parce que tu fais le mec, tu. Mais en fait, au final, cette peur, elle te limite énormément. Elle te limite énormément parce que au final, Ah, c'est ça fou, hein. t'empêche d'avoir des relations profondes, ça t'empêche d'être authentique. Parce que comme t'as peur d'être vulnérable, bah du coup tu peux pas être authentique. Et en fait, c'est même une certaine forme de faiblesse en fait, que tu compenses par une espèce d'armoire, Ouais. enfin de bouclier plutôt. Euh, et tu vois, ça par exemple, avec les psychédéliques ou avec du développement personnel, tu peux travailler là-dessus. Et, non, mais moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est super important. Mm. C'est sur avoir peur d'être vulnérable. C'est comme moi, je fais mon chaîne YouTube où je me montre, voilà ma vie et tout. Moi, je sais que je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai une résilience sur. J'en ai pas trop. Tu vois, je m'en bats les couilles. Ouais. Voilà, vraiment, je m'en bats les couilles. En fait, à un level assez haut, Ouais. genre je peux danser dans la rue. Et en plus, tu vois, les gens vont pas oser. Mais rien que danser dans la rue, j'ai pas du tout peur du ridicule. Ouais. Qu'est-ce qui va m'arriver? Genre la dernière fois, j'étais dans la rue, bah juste à côté, là, je commençais à danser, là, je mettais un petit à ma piano, là, je sais pas, du son, là, j'étais en train de bosser. Et il y a tout le monde qui regarde et qui rigole et qui est mort de rire. Je vois que ça propage juste une bonne énergie. Et il se moquait pas. Ouais, bien sûr. Il rigolait et après il faisait des petits gestes comme ça, tu vois. Et mais rien que ça, ou même la vulnérabilité, la peur de montrer sa vulnérabilité, c'est une super belle phrase. Aussi quand tu veux aller parler à une fille. Ouais, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que tu veux. Quand tu dis. Moi, je trouve que pour tomber, par exemple, amoureux, ça part d'une authenticité. Ouais. Faut essayer En fait, je trouve que de ce que tu as dit là, ça englobe tellement de choses. Il y a tellement de choses qui ont peur de montrer leur vulnérabilité et de là, ils sont pas eux-mêmes, en fait. Et tant que t'es pas toi-même, tu ne pourras pas tomber vraiment amoureux de quelqu'un parce que tomber amoureux, par exemple, c'est ça. C'est Absolument. totalement s'ouvrir et montrer toutes ses vulnérabilités à une personne et s'accepter. Et le truc, c'est que cette chose, elle n'est pas que là pour l'amour ou c'est pour plein de choses, même pour le business, pour tout en fait. T'as cette. Et il y a ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes. Moi, j'ai eu une enfance. Je pense que c'est ça en fait ma force, c'est que moi-même dans ma famille a été top, quoi. Moi, j'ai reçu énormément d'amour. J'ai été enfant unique, pourri gâté. Je suis le meilleur, t'es le plus beau. Tout mon truc. Et je crois aussi ça a aidé à. Parce qu'il y a des gens qui sont pas comme ça, quoi. Ils ont eu une enfance horrible. Ouais, c'est au contraire. Les parents sont là, tu sers à rien et tout ça. Et moi, j'ai une chance énormément d'avoir eu ça. Et c'est ça qui m'a donné l'edge de voilà, bah, je m'en fous. Qu'est-ce qui va se passer? Je me montre, je m'aime. Et puis en plus, plus avec les années, plus je vois que les gens aussi, plus tu montres ta vraie version de toi-même, en fait, les gens t'apprécient plus rapidement autour de toi, quoi. Il y a pas de. On est tous humains, on est tous magnifiques. Et le problème, c'est que, tu vois, quand on est petit, on pense même pas à ça, mais plus on grandit, plus on se met cette carapace, plus on a peur
jusqu'à rester comme ça et tu vois, être un peu. Beaucoup de gens sont comme ça. Et puis moi, j'arrive, je débarque comme ça, rien à foutre. Et les gens, ils font, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il est complètement taré. Tu vois. Bah, tu vois, par exemple, pour revenir à ta question de qu'est-ce que je me vois faire à un moment donné, tu vois, quand j'ai envie de faire autre chose que du technique, Mmh. eh bien, tu vois, parler de ces sujets-là, Mmh. je, j'ai un, je suis très bon pour expliquer des sujets compliqués, notamment, tu vois, expliquer, il y a beaucoup de préjugés sur les psychédéliques, par exemple. Oui. Eh bien, tu vois, il y a 2 ans, j'ai écrit quelques articles là-dessus, et je pense, pourquoi pas, genre, euh, aller en plus en profondeur et expliquer aux gens les mécanismes, comment faire ça de manière safe, euh, les, euh, les endroits où le faire, tu vois. Il y a plein de choses à dire, en fait. Quand tu les prends, ce à quoi tu peux être confronté, comment éviter un bad trip. En fait, il y a plein de choses à expliquer sur les psychédéliques. Ouais. Vraiment, vraiment important, finalement, c'est quoi le mindset, la philosophie à avoir quand tu les prends, Mm. si tu es dans une optique de développement personnel, et le travail à faire après les avoir pris, parce qu'en fait, le travail démarre après. Mm. En général, ces substances-là, elles te permettent de faire ressortir des choses de ton subconscient que tu n'es pas conscient, Ouais. et de manière parfois nice, de manière parfois pas nice, Ouais. de manière parfois très concrète, de manière parfois très abstraite. Et du coup, les gens, je pense qu'ils peuvent être, quand ils démarrent dans cette aventure, ils peuvent être perdus assez rapidement, tu vois. Bah, clairement. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Mais Et ça, c'est seulement un topic, mais des topics comme ça. Je m'intéresse à tellement de sujets Mm. que Mais je tu vois, les pourrais... personnes qui ont vécu des traumas et tout, ça peut vraiment avoir un truc horrible, quoi. Surtout les gens qui c'est enfuient. clair. Mais après, je pense qu'après, c'est positif parce que, par exemple, il y a des gens ils refoulent leurs Ouais. émotions, ils refoulent le truc. Et le truc, je pense, c'est un truc qui permet de retourner dans ça. Et parce qu'en fait, c'est fou, mais quand on refoule, et ben, en fait, c'est comme si on couvre et on soignera jamais. Et tous les jours, tu vas avoir une sorte de poids, du coup, Ouais, qui va se rajouter tout c'est ça. doucement. Et au bout d'un moment, soit tu pètes un câble, soit je sais pas, les gens ils partent en vrille, je sais pas. Mais Et même parfois, là tu parles de gros traumas, mais parfois c'est beaucoup plus subtil que ça. Parfois, en fait, tu as des patterns, des schémas de comportement qui se répètent toute ta vie et qui sont le fruit de programmes dans ton subconscient qui tournent, qui sont liés peut-être à un événement de ton enfance ou autre chose, en fait. ou peut-être, je sais pas, pourquoi pas tes ancêtres aussi. Ouais, exactement, parce que ça peut être transgénérationnel, Bien sûr. via l'épigénétique. C'est Eh oui. vachement documenté, ça. Ouais. Non, mais exactement. Et dans ce cas, c'est dommage de pas se débarrasser de ce programme, parce que ça se trouve, en fait, tu vas de relation en relation, par exemple, et à chaque fois, il se passe les mêmes choses, quoi. Exactement. Et tu penses que c'est l'autre personne qui est le problème, Ouais. et alors qu'en fait, non, peut-être que c'est juste qu'il y a un truc qu'il faut que tu sois conscient, quoi. Mais j'ai l'impression d'ailleurs que tout le monde, quand ils ont des ruptures, c'est toujours la faute de l'autre. Exactement. Et je trouve que dans la vie, déjà, l'étape 1, c'est vraiment se connaître et de voir. Parce que tant que tu sais pas qui t'es, tu pourras pas, ou même les défauts que tu as, les problèmes que tu as, tu pourras pas les corriger. Ouais. Donc, et la première étape, déjà, ce serait de voir ça. Mais c'est tellement dur de les réaliser, de les voir, de les contempler, de les accepter pour ensuite pouvoir les. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a en plus des gens il y a le déni. Mm. Le déni, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont dans un déni, Ah bah ça, c'est... c'est une folie. Ouais, c'est... Et tu vois, mec, pour moi, genre, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de... C'est quoi le bonheur, quoi. Mm. Mais il y a aussi la question de c'est quoi le succès, tu vois. Et moi, je pense que le succès, en fait, il n'y a pas une forme de succès, en fait. Bah non. Le ça dépend. succès, c'est être la meilleure version de toi-même et vraiment d'avoir la vie la plus alignée avec qui tu es, en fait, Oui, au plus profond de toi-même. exactement. Et moi, je pense que pour pouvoir atteindre ce niveau-là, eh bien, le bottleneck, enfin, le, l'élément limitant, le facteur limitant, c'est le niveau de développement personnel que tu as fait.
moi, c'est un peu ma théorie, tu vois, c'est juste moi. C'est qu'en fait, plus tu fais du développement personnel, c'est-à-dire te connaître toi et être la version la plus alignée de toi-même, la plus Se authentique. mettre dans l'inconfort. C'est ça. Se mettre dans l'inconfort et aussi être la version la plus authentique, être toi, quoi. Ouais. Eh bien, plus tu fais, plus t'es... Et plus, en fait, les portes qui s'ouvrent à toi, elles s'agrandissent. Et plus la vie devient facile parce que, au final, quand tu es aligné avec toi-même et que tu te connais bien, forcément, tu vas attirer des situations qui sont faites pour toi. Tu vas attirer les gens qui sont faits pour toi. Tu vas trouver ton talent caché facilement. Donc, dans ton business, ça va se retranscrire. Tu vas avoir l'intelligence émotionnelle nécessaire pour pas te prendre la tête avec n'importe qui. Tu vas avoir le niveau de calme nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Ouais, En fait, il y a tout qui Et en plus, en découle. c'est comme un peu les intérêts composés. Je parle des développements personnels. C'est plus tu avances. Au début, les bénéfices, tu les vois pas. Franchement, tu les vois pas ou très très minimes. Mais après, au fur et à mesure, tu es en mode là, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, tu t'en rends même pas compte. Ouais. Tu fais, oh, mais ça fait, je sais pas, par exemple, ça fait 1 an, je prends des douches froides tous les jours. Tu sais pas. Tu t'as oublié même que tu le fais. Tu es en mode, ah ouais, c'est vrai, c'est fait ça. Et après, tu vois, ça fait, je sais pas, ça fait 2 ans que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Ça fait, oh, c'est ouf. Et ça fait, c'est plein de trucs comme ça qui, et en plus, et en même temps, tu te réalignes parce que moi, je me rappelle aussi, ce qui est moi, quand j'étais en fait avant le fameux réveil, parce que quand j'étais en CDI à Londres, je me rappelle, j'étais dans une sorte j'appelle ça un brouillard. Quand je me rappelle de moi à cette époque-là, je me dis que par rapport à maintenant, et en même temps, là, j'ai toujours, moi, je pense que je suis même pas à 30% de. Oh, mais mec, c'est interminable en fait. Ouais, voilà, t'as toujours un truc à. Ah, mais t'es jamais arrivé. Ouais, et c'est ça qui est beau aussi, tu vois. Vraiment, plus tu te rends compte du chemin qu'il y a à faire. Ouais. Moi, je pense que j'arriverai jamais à la version de moi-même. Je pense que c'est simple. Mais on va s'y approcher le plus. C'est ça. C'est ça le plus important. Exactement. Et en plus, c'est aussi, c'est de enjoy, de aimer le processus. Ouais, exactement. Parce que comme tu l'as dit, tu vas jamais l'atteindre, ce niveau-là, tu vois. Mais genre, c'est d'apprendre à aimer le processus, tu vois. Exactement. C'est comme, par exemple, tu vois, si tu vas à la gym avec pour objectif d'avoir un six-pack, eh bien, tu as intérêt à enjoy les abdos du quotidien que tu vas faire pour y arriver. Parce que si tu veux juste avoir le six-pack et que tu n'apprends pas à apprécier en fait, tu vas avoir ton six-pack un jour, ton plaisir, il va durer quelques minutes, et après, c'est terminé, et après, tu vas arrêter, et après, tu vas perdre ton six-pack. Alors qu'en fait, non, le goal, c'est d'apprendre à aimer le process, en fait. Carrément. Et je pense que ça, c'est une des clés entre guillemets, du bonheur. Parce que, c'est de... Ouais, mais de toute façon, une fois qu'on atteint un objectif, on est un peu... on se trouve souvent... en fait, c'est là qu'on perd le bonheur. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est quand on l'atteint. Mais par contre, quand tu vois, quand tu es dans le grind, quand tu es dans le truc, c'est là, en fait, que tu te rends compte qu'en fait, c'était là le moment le plus épanouissant, tu vois. Et c'est qui tu deviens dans le process. Aussi du quotidien, des efforts. Finalement, elle est là la reward. La récompense, elle n'est pas tant dans je sais pas moi, imaginons ton objectif, c'est dans ton business de faire, je sais pas, tant de dizaines ou de centaines de milliers d'euros par mois. En fait, la récompense, c'est qui tu es devenu en tant qu'entrepreneur dans le process, plus que l'accomplissement de l'objectif, en fait. Exactement. Parce que la personne que tu es devenue, personne ne peut te l'enlever, en fait. C'est-à-dire que si ton business, il crache du jour au lendemain, en fait, toutes les compétences que tu as engrangées et accumulées font que tu vas peut-être pouvoir refaire ton business rapidement ou un autre business rapidement. Ou les connaissances. Tout ça. Voilà, tout ça, les connaissances, c'est la plus grande des richesses, moi, je trouve. Les connaissances, les networks, le réseau, les amis. Parce que l'influence que les gens ont sur toi, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, c'était aussi pour
La transition, c'est est-ce que tu te vois un jour retourner en France? C'est une très très bonne question. Moi, j'adore la France. Mm. Je kiffe la France. Je me vois y retourner potentiellement, mais pas pour faire du business là-bas. Là, je me verrais pas y retourner pour y vivre là, tu vois. C'est plus pour avoir une résidence secondaire ou pour des vacances. Mm. Mais ouais, je me sens pas aligné avec le fait de vivre en France toute l'année, quoi, et de développer mon business là-bas. Ok. Ouais, je pense pas que c'est, ouais, je me sens pas aligné avec ça. Et comment tu te sentais mieux à Singapour qu'en Ouais. France? Alors, Et pourquoi ça- tu as choisi Singapour aussi ouais, c'est une bonne question ça. Alors Singapour, je crois que je t'avais raconté ça hier. C'est en gros, bon, je venais de finir mes études, Mm. donc une partie en France, l'autre partie aux États-Unis. Moi, je voulais rejoindre une start-up dans le domaine de la santé. Enfin, c'est ce que je m'étais dit en fait, parce que ouais, c'était un domaine qui m'intéressait. J'avais fait des stages dedans et tout, et je trouvais que la combinaison AI appliquée à la santé, je trouvais ça sexy, quoi. Ça me plaisait bien. C'est très noble en plus. Ouais. Et du coup, je me retrouve avec 3 offres. Une dans le sud de la France, qui n'avait rien à voir avec le domaine de la santé, mais c'était domaine du satellite, parce qu'au final, je voulais la santé, mais je m'étais dit, bon, on reste ouvert quand même. Et en fait, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des trucs intéressants techniquement, c'était très intéressant. La deuxième offre, c'était en Suisse. C'était une start-up qui, elle, faisait des analyses de données sur des matchs de sport, genre basket, NBA, foot. Et moi, je suis un passionné de foot et de sport. Et donc ça aussi, je trouvais que c'était ok. Je me dis, bon, c'est pas la santé, mais c'est cool. Et la troisième offre, c'était à Singapour, c'était la santé. C'était une start-up dans le domaine de la santé. Euh, et en fait, finalement, mon choix, ça n'a même pas été parce que c'était la santé. C'est parce que c'était l'endroit le plus éloigné de la France, en fait. Parce que je me suis dit, bon, la Suisse, je pourrais y retourner probablement un jour. Toulouse, ouais, j'y retourne. Enfin, je peux y aller quand je veux. Et Singapour, en fait, je me suis juste dit, ok, ça tiquait beaucoup de cases, mais la case la plus grosse, qui m'a le plus attiré, c'est hyper loin, c'est hyper exotique. J'aurais peut-être jamais cette opportunité à nouveau. Donc, let's go, tu vois. Et en plus, c'est une start-up. Et en plus, c'est dans le domaine de la santé. Voilà, tu vois, et en plus, j'ai négocié des parts. Donc, tu vois. Bah, ils t'ont mis bien. Ouais. Donc, c'était genre, voilà. Ok, et donc toi tu débarques d'où à où? Donc t'étais où avant et puis avant Singapour t'étais où? Avant Singapour, donc j'étais 1 an à Atlanta. Ouais. En gros, j'ai fait une école d'ingé en France et il y avait un double diplôme avec les États-Unis. Et donc, je suis allé à Atlanta faire mon deuxième master parce que je venais de finir le master déjà en France. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, on parle beaucoup des mindsets, Ouais. mindset des Américains. Ah mec, ça a vachement complément. En fait, ça m'a beaucoup apporté. C'est là que j'ai commencé un peu à ouvrir, à voir qu'il y avait d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. Toi, par exemple, tu vois, de ça, ce que dans l'ingénierie en France, c'est très dans les études, hein, c'est très théorique. C'est très, il faut être bon en maths, il faut être bon en physique. C'est très très orienté théorique, pas tant que ça pratique. Même les infrastructures que j'avais dans mon école d'ingé, en fait, pour toute l'aspect appliqué, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait aux US. Aux US, ils sont moins bons dans la théorie, mais dans la pratique, ils sont vachement pratiques, ils sont vachement entrepreneuriales, ils sont vachement dans le ils sont plus dans la pratique, faire des choses. C'est ça, faire des choses. Tester. Donc déjà, tu vois, exactement, tester, fail. Ouais. Voilà. Non, mais ça, c'est très très bien ce que tu dis. Parce qu'en France, c'est la théorie que c'est genre, oui, oh, t'as oublié t'as oublié une virgule là, ou t'as oublié une décimale. Alors que, tu vois, c'est vachement là-dessus, c'est genre, il faut pas faire d'erreur, faut être, tu vois. Alors que oui, aux États-Unis, c'est plus, ouais, c'est test. T'as le droit. En fait, il n'y a pas d'erreur. Il
y a juste des learnings en fait. C'est genre tu Exactement. testes, t'apprends, tu testes, t'apprends. Donc ça déjà dans ce mindset-là, par rapport au... Déjà s'il y avait une ouverture, mais deuxième ouverture mec, c'est que le rapport au succès. Donc quand j'ai eu ma graduation ceremony, ma cérémonie de graduation Avec le petit chapeau. avec la tenue et tout, donc je sors de chez moi avec tout l'attirail et je marche dans la rue, tu vois, et je vois une première voiture en fait qui s'arrête. Et en fait, tu sais, c'était Atlanta, c'est un peu craignos par endroit, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, oh putain, ça y est, là, il y a le mec, il va sortir un gun, il va me demander de la thune et tout. Putain, et je pensais que j'allais avoir passé 1 an méga safe, mais en fait, non, à quelques semaines de mon départ, ça y est, c'est là que ça arrive. Et en fait, le mec, il s'arrête. Il ouvre la fenêtre de sa voiture, là. Il me regarde. Il me fait putain, félicitations, mec. Il me tend la main et tout. Il me fait un handshake. Il me fait félicitations, congrats. Enjoy et tout. Okay. Et là, je continue à marcher. Je croise le regard des gens. Et les gens, en fait, ils te regardent, smile, ils te font un hochement de tête, tu vois. C'était un peu en mode, t'avais tout le monde qui était en mode, ouais, putain, bravo et tout, bien joué. La société. En fait, il y a un rapport au succès où genre les gens ils sont, il n'y a pas de jalousie, il y a pas de, ils ont pas peur du succès des autres. Ouais. Ils sont admiratifs, ils encouragent. Alors que en France, honnêtement, il faut pas trop montrer que tu as réussi. Que tu as réussi. De quelque manière que ce soit en fait. Il faut toujours un peu garder un. Faut le cacher. Faut le cacher, faut rester humble. Faut pas trop se la raconter entre guillemets, tu vois. Ouais. Tu peux pas vraiment partager parce que dès que tu commences à partager, eh ben oh celui-là il se la pète ou enfin voilà. Quoi. Quel connard lui. Ouais, quel connard lui. C'est un truc de fou. Mais c'est la mentalité. Alors qu'au final on s'en fout. Tu vois. Mais final, limite, moi je suis toujours admiratif. Mais je suis admiratif. En fait, dès que quelqu'un il sait quelque chose, je suis admiratif. Voilà, terminé. Même s'il fail, je reste admiratif parce qu'au moins il agit. Ouais. Alors, et pour moi, quelqu'un qui agit, on peut rien lui jeter. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire, tenter et faire des choses et faire comme tu dis. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on se confronte à soi-même, qu'on fait des erreurs. Exactement. Et et aussi plutôt que de jalouser l'autre ou te sentir menacé par le succès de l'autre, eh bien pourquoi ne pas essayer d'apprendre de l'autre, tu vois. Genre putain c'est cool ce que t'as fait et tout, comment t'as fait, c'était quoi ton état d'esprit, qu'est-ce que t'as appris. Bon, évidemment, je dis pas que tout le monde en France est comme ça, mais en tout cas, c'est une atmosphère palpable, suffisamment palpable pour que, quand j'avais les 3 offres, en fait, j'ai eu ce push d'aller voir ailleurs. Quoi, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Et puis, est-ce que une fois que tu es arrivé après à Singapour, c'était quoi ta première impression? Ma première impression, déjà, c'est l'aéroport. Tu sors de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'était chaotique. Le staff de mauvaise humeur qui te met la pression. Ouais, monsieur, il faut bouger. Donc là, je sortais de là, tu vois. Et là, j'arrive Singapour. Aéroport. Tout est propre. Tout est nickel. Le staff, les gens, ils sont posés, souriants. Welcome to Singapour, tu vois. Et tout est efficace. T'es sorti de l'aéroport en une demi-heure, 40 minutes, t'es sorti de l'avion, t'as pris tes bagages, t'as fait le check-out. Terminé, quoi. Efficacité, ça. Efficacité. Donc ça, c'était vraiment le premier truc qui m'a marqué. Et après, il n'y a pas que du... Enfin, tu vois, je pense que tu es très, très bien placé pour savoir, parce que tu as aussi beaucoup bougé. Quand tu étais dans plusieurs pays, tu te rends compte en fait qu'il n'y a pas un pays qui est meilleur que les autres dans tout point. Ouais. C'est des pros et des cons à chaque fois. Toujours.
Et oui, donc Singapour a aussi ses cons, hein, tu vois, c'est que par exemple, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est moins, dans le quotidien, c'est moins chaleureux, c'est Ouais. plus transactionnel. C'est Parce plus que c'est froid, du coup. en France, par exemple, tu vas à la boulangerie, tu vas t'acheter une baguette, la boulangère va te dire bonjour, comment vous allez bien, Ouais. parfois de temps en temps, tu sais, vous allez Des petites blagues. petite blague, Autant tu vois souvent les petites mamies parler avec les c'est ça, il va se boulangères. passer un truc, quoi, tu Ouais. vois. Là, c'est genre non, Ouais. c'est très, ok, très business oriented, quoi, très transactionnel. Transactionnel, quoi. Pas C'est ça. d'émotion, mais émotion. Moi, je pense que, Ouais. de tout ce que tu me dis, le pays qui se rapproche le plus, là, tout ce que tu me dis, c'est le Japon. Hmm. Ok, c'est propre, c'est carré, c'est truc, mais manque d'humanisme Ouais. aberrant, le Japon. Les gens, c'est un des trucs qui me, j'adore le Japon, mais en même temps, je déteste le Japon aussi, tu vois, c'est les deux. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai eu une double claque parce que l'humain là-bas, c'est une dinguerie. Ouais. Ok, l'argent, ils ont plus d'argent au Japon, mais je sais pas, je prends les Thaïlandais, les Japonais, pour moi, les Thaïlandais, ils sont 15 000 fois plus heureux que les Japonais. Mec, c'est marrant ce que tu dis parce que, j'écoutais un podcast l'autre jour avec Ray Dalio. Et Ray Dalio, c'est le founder d'un des plus gros hedge funds au monde. Et, et en fait, justement, il expliquait que là, avec les progrès technologiques qui sont en train d'avoir lieu, et bien en fait, il va se passer beaucoup de choses, il y a de gros changements qui vont avoir lieu, et le meilleur moyen de survivre, entre guillemets, c'est pas de chercher à, c'est pas nécessairement de chercher à amasser plus de pouvoir, d'influence et d'argent, c'est d'avoir de meilleures relations et de construire des communautés. Complètement. Et il expliquait que genre l'Indonésie, c'est le deuxième pays le plus heureux au monde, tu vois. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est l'un des pays où les communautés locales, les petites communautés, en fait, elles sont le plus fortes. Et c'est pas le pays le plus riche, l'Indonésie, tu vois. Mais genre, et ça, en fait, il disait, ouais, le bonheur, c'est l'humain, en fait. Tu vois. Exactement. C'est l'humain. C'est la communauté. Et moi, je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, l'avènement de l'intelligence artificielle, tu sais, je suis bien placé parce que j'ai beaucoup, enfin, je fais ma carrière dedans. Moi, par rapport à ce que tu me disais là, ouais, qu'est-ce que tu dois faire, je me vois faire des trucs beaucoup plus community driven, beaucoup plus dans l'humain, dans l'échange, un peu comme ce qu'on fait là maintenant, tu vois. Moi, c'est l'objectif de cette chaîne, Moi, c'est je pense vraiment que, créer une communauté. Hein. mec, je pense que c'est le futur. Je pense que le futur, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'AI, elle va remplacer pas mal de choses, on va dire, euh, pas mal de choses, mais ce qu'elle pourra pas remplacer, c'est le contact humain. 100%. Et donc, les gens comme toi qui commencent à développer des communautés maintenant, en fait, t'as tout compris parce que c'est ce que les gens, en fait, c'est ce qu'ils vont rechercher, tu vois. C'est ce qu'ils vont vouloir, c'est ça qui va manquer un peu c'est ça qui va être un peu rare, la ressource un peu rare, ça va être le contact humain, en fait. Des communautés, Des tout simplement. communautés, ouais. Parce que moi, en vrai, franchement, dans la vie, les choses qui me font le plus kiffer dans ces pays-là, comme la Thaïlande, enfin l'Asie du Sud-Est, c'est là où sont les communautés les plus fortes. Ouais. Ça m'étonne pas que l'Indonésie soit dans ça, mais la Thaïlande aussi, ils sont ensemble, quoi. Ça se voit, ils sont ensemble. Donc, ils vont manquer de quoi manger, ils vont manquer, parce qu'ils sont tous ensemble. Par exemple, rien que le fait comment ils traitent leurs aînés, rien que ça, Ouais. ça te dit énormément sur la société, je Ah trouve. ouais, c'est clair. Parce que les EHPAD, là, mon Dieu. Ah, même, oh là là, mec, m'en parle pas. Moi, enfin, je pense que enfin, pour moi, tu vois, si tu me demandes, ouais, comment tu vois tes dernières années, si tu me dis EHPAD, Et tu je m'as me tout dis dit. non. Bute-moi direct. Donne-moi le flingue, c'est bon. Ah non, mais mec, non, laisse tomber, c'est le pire des scénarios de finir comme ça. Pour moi, hein. Ouais. Moi aussi, hein. Ouais. Pour moi, c'est la communauté. Ouais. Pas forcément une famille. Ouais. Si t'as une famille, tant mieux, mais c'est vraiment une communauté. C'est ça, ouais. Moi, mes rêves, ce serait vraiment de trouver un endroit avec des personnes qui me ressemblent et créer un truc, quoi. Je sais pas encore. C'est encore, pour l'instant, je commence par ma chaîne YouTube et trucs, et puis après, on verra. Mais c'est clairement un de mes objectifs parce que c'est ce qui me rend heureux. Quand je rencontre quelqu'un qui partage un peu les mêmes choses, je dis, ouais, c'est cool, faut qu'on se fasse un truc. Et puis,
De toute façon, tous les gens que je vais interviewer, il y aura sûrement des points en commun. Et puis, d'ailleurs, je vais profiter pour faire une promotion. Ouais. Abonne-toi, fais des commentaires, très important. Et puis, Instagram, tout ça, pour qu'on grandisse cette belle communauté. Si tout ce qu'on te dit, ça te parle et que tu sens une connexion entre toi et moi, peut-être on se rencontrera en vrai, peut-être ça se trouve un jour. Et puis voilà, hein, n'hésite pas à me suivre et de toute façon, moi, je vais essayer de créer après des Discord, des Telegram plus tard, bien plus tard, mais c'est c'est dans l'objectif de la chaîne, quoi, en tout cas. Ouais, il faut s'abonner. Hein. Merci, merci de ton support. Mais ouais, en venir, ouais, Singapour, qui est le rêve de beaucoup de gens, Mm. on en voit beaucoup Ah, ouais. qui... À ton avis, toi, qu'est-ce qui a fait le succès de Singapour? Qu'est-ce qui fait le succès de Singapour? Pourquoi c'est autant prisé? Mm. Je pense qu'un élément de succès, c'est que ils ont été très très intelligents dans la manière dont ils ont fait de l'immigration. En fait, Ouais. ils ont une immigration qui est très sélective. Tu vois, ils prennent pas n'importe qui. Ils prennent des gens qui ont un certain... Parce qu'en fait, ils ont des quotas dans tout ce qu'ils font. Et genre, tu vois, bah, s'ils ont besoin de gens qui font de l'intelligence artificielle, Mm. bah, ils vont faciliter l'immigration de ces gens-là. Ils vont filtrer à l'entrée. Ce qui fait en fait que du coup, tu te retrouves avec beaucoup de... en fait, les expatriés ont contribué beaucoup au succès de Singapour parce qu'ils ont amené des compétences qu'il n'y avait pas initialement et surtout, c'est de la qualité. Et je pense qu'ils ont été très intelligents là-dessus. Surtout dans les premières années, parce que dans les premières années, quand tu avais un contrat expat, c'était le roi du pétrole là-bas, tu vois. Donc les gens, ils venaient avec des compétences, mais ils étaient récompensés par des gros salaires, un très bon lifestyle, avec les condos, avec la piscine, Ouais. etc. Donc je pense que ça, c'est un premier élément, ils ont été très smart. Deuxième élément, ils ont été très smart, c'est que dans leurs histoires de quotas, en fait, à Singapour, il y a 4 ethnies en gros. Enfin, il y a 4 groupes ethniques. Tu as les Chinois, les Indiens, les Malais, et tu as tout le reste. Enfin, les expatriés, Ouais, les etc. Singapouriens, ça n'existe pas, quoi. C'est C'est ça. une C'est minorité, ça. c'est quoi, hein. Et en fait, donc, tu sais, là, je t'ai parlé des condos. En fait, tu as deux gros, enfin, essentiellement deux types de logements. Tu as les condos, c'est à peu près 20% des logements, où là, tu vas essentiellement trouver des expatriés, Mm. mais pas que. Et après, 80%, à peu près, hein, là, Oui, je oui, non, de caricature, toute façon. c'est les HDB. Les HDB, en fait, ce sont des logements qui appartiennent au gouvernement. Mhm. Et dans les HDB, il y a des quotas. Il faut un certain pourcentage de Chinois, un certain pourcentage de Malais, un certain pourcentage d'Indiens, un certain pourcentage du reste. Et pourquoi ils ont fait ça? Donc ça, c'est génial. C'est pour éviter le communautarisme. C'est Ouais, pour éviter en fait que t'es... une ethnie qui contrôle tout. c'est plutôt genre que t'es... ok, tous les Chinois ensemble d'un côté, tous les Malais ensemble d'un autre côté, tu vois. Tous les Chinois, ils font faire des maths, tous les C'est Indiens, ils ça. Et font donc ça. ça crée... donc tu vois, ils ont essayé de... Parce que, par exemple, en, en France, bah, avec les HLM, tu vois bien que t'as pas cette diversité, en fait, tu vois. Genre, en gros, Moi, t'as je trouve que tous les immigrés qui sont je dans les trouve que c'est HLM, le quoi. plus gros problème. Moi, je trouve que la France s'est tiré une balle dans le pied. A créé son propre problème tout seul et on récolte C'est ça. on n'a rien. Et Singapour, donc Lee Kuan Yew, le père Mm. fondateur de Singapour, c'est vraiment ça qu'il avait en tête quand il a fait ça. C'est genre, il voulait pas de... c'était pour éviter des divisions, en fait. Il a un peu euh, intégré dans la manière dont la ville a été construite, le vivre ensemble, tu vois. Ouais. Et ça c'est une énorme force de Singapour Ça, aussi. c'est incroyable. Parce que, ouais, c'est trop fort. Parce que dès que il y a une division en fait en France qui est claire. Il y a le quartier comme ça, le Ouais, quartier comme ça. Et du coup, on n'est pas du tout ensemble. Il y a même des gens, la plupart des gens, qui se concentrent, ils se disent ah ouais, je déteste la France. c'est vrai. Je trouve ça vraiment horrible d'en arriver là, mais en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir quand on se dit comment la France les a traités et tout comme ça? Après, c'est des débats, mais c'est dommage. Et c'est bien de voir des pays qui, au contraire, qui prennent, en fait, au lieu de faire l'immigration une faiblesse, en fait une force. Exactement. Et un troisième point qui pour moi genre fait que c'est que ils ont réussi à faire en sorte
que les taux de criminalité soient Ouais. au ras des pâquerettes. C'est qu'en fait, les sanctions sont tellement Incroyable. fortes et incroyables que ça dissuade les gens. Typiquement, tu vois, un mec... Mais alors, c'est tellement simple, je sais même pas pourquoi en France c'est pas comme ça. c'est tellement évident, tu vois. Je suis pas le mec le plus. Ouais. Et pour réaliser ça, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. En France, t'es là, tu fais n'importe quoi. Des fois, ils vont même pas en prison. Ouais. Oh là là. Non, mais c'est... Et du coup, comme les taux de criminalité sont très très bas, les gens se sentent safe, quoi. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est le pays le plus safe dans lequel j'ai été. Tu vois, tu pourrais avoir un enfant de, je sais pas moi, 8-9 ans, il peut se promener il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. T'es allé au Japon? Ouais, je passais 2 mois au Japon. 2 mois? Ouais. Parce que moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est mon Singapour. Parce que tout ce que tu me dis, ça me fait penser au Japon. Non, c'est vrai. Ce truc de safe. Mais après, l'économie, c'est pas du tout la même chose. C'est une économie forte aussi, mais il y a beaucoup de similarités, je trouve, entre les deux pays. Non, c'est vrai. Mais il faudrait que j'aille, parce que moi, je suis jamais allé à Singapour. Ouais. Il va falloir que j'aille dans ce fameux aéroport-là. Fontaine, cascade, ah oui, non, mais cet aéroport, forêt, je sais pas. Ouais, mais après, bon, là, tu vois, c'est tous les aspects un peu positifs, mais il y a aussi d'autres. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, tout est pile et face, quoi. T'as un côté pile et un côté face à tout. Et genre, tu vois, le fait que c'est méga safe, etc., et que c'est vachement... que les sanctions sont... En fait, ça fait que les Singapouriens, ils sont vachement formatés, quoi. Ouais, En fait, les Singapouriens, ils ne peuvent pas aller dans les sentiers battus. Ouais. Ils sont sur leur autoroute, Ouais. et ils ne peuvent pas dévier de l'autoroute. Et Ouais. je l'ai vu parce que j'ai eu des stagiaires singapouriens, j'ai eu des stagiaires non singapouriens. Un stagiaire singapourien, en fait, bon, il y a peut-être des exceptions, hein. Je suis tombé sur des gars exceptionnels, brillants, etc. Mais il va être un excellent exécutant. Mais il faut que tu donnes la recette, quoi. Tu vois. Il y a un manque de créativité, mais c'est ça, manque en fait. de out of the box thinking. Mais c'est ça, tu sais qu'on parlait des trucs français. La France, oui, la France, là, tout ça, on a. En fait, c'est le contraire. Ouais. Nous, on est vraiment des out of the box. On pense out of the box. Et c'est ça, en fait. Hier, j'avais pas. Mais là, je viens juste de voir la différence. C'est que moi, franchement, j'ai vraiment, je suis le premier à me dire, on a un problème. Je suis le premier à voir, bon, je vais essayer de prendre un step, 2 steps derrière pour voir. Des fois, il y a des petits contours pour avoir. Mais eux, non! Ils vont rester dans le truc, même si ça va prendre des heures et tout. C'est pas du tout efficace, mais ils vont... Et aussi, c'est un très bon point. Et aussi, c'est pour parler du fait que c'est beaucoup plus safe là-bas. Quand tu réfléchis, moi j'ai grandi, mes premières années, j'étais dans des quartiers, dans des HLM, tout ce que je te décris, tu vois. Comme je te dis, issu de l'immigration, mes parents, ils ont dû démarrer un peu d'en bas, tu vois, et reconstruire pareil, les choses. Et tu vois, mec... t'apprends beaucoup de choses quand t'as grandi à la cité, t'apprends le respect, tu vois, t'apprends à être street smart. Street smart, c'est genre... t'as pas le choix. Tu vois. T'as des coins... c'est ça. T'apprends socialement, t'apprends énormément, t'apprends toutes les subtilités de l'interaction avec un autre humain. Et ça, il leur manque ça à Singapour, en fait. Et ça se voit parce qu'ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin de ça, mais tu vois que ça les limite. Parce que quand tu es employé, quand tu veux monter dans ta boîte, tu veux lancer un business, ok, peut-être qu'ils sont excellents parce qu'ils ont des skills et que c'est la meilleure... Je crois que c'est en maths, ils sont numéro 1 au monde ou whatever, tu vois. Peut-être que genre ils sont très très bons, mais le business, c'est pas que les skills, c'est pas que les hard skills, c'est aussi les soft skills en fait. C'est être malin, être street smart. Agile. Si tu peux pas passer par la porte, peut-être passer par la fenêtre. Exactement. Et tout ça, il leur manque ça en fait. Donc c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux difficilement dire que Singapour c'est trop bien, la France c'est trop nul. Non, parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça en fait. Parce que
Et même, on en parlait hier, on se disait, oui, pourquoi les Français ils réussissent aussi bien à l'étranger? Bah, c'est que je pense qu'il y a un truc dans la manière dont notre cerveau il se développe en France qui nous donne un avantage dans beaucoup d'autres pays, en fait. Notamment à Singapour, clairement, je sentais que j'avais un avantage qui était lié à comment je réfléchis, comment je résous des problèmes. Exactement. Et pas forcément à oui, ouais, c'est vraiment un avantage subtil, et c'est ce qui fait la différence en fait aussi. Ouais, je pense que ça, il n'y a pas qu'en France. Je pense qu'en Europe aussi, ils ont aussi cette façon de penser. Je pense à l'Angleterre, parce que moi j'ai fait 4 ans à Londres. Je trouve que les Anglais étaient très, très smart aussi dans leur façon, mais aussi ils ont cette capacité. Et c'est moins prononcé que la France, mais c'est quand même pas mal. Et puis même, je suis allé dans des pays comme la Suède, qui sont incroyables, les Suédois aussi, et ils ont une éthique de travail incroyable aussi. Donc, ouais, hein, c'est en fait, dans tous les pays du monde, tu as du bon et du pas bon. Parce qu'en par contre, quand je suis allé au Japon, le truc qui me manquait énormément et que le Japon m'a pris, c'est la discipline. Ouais. Le hard working, tout ça. En France, non, zéro. Moi, j'ai pas. En fait, en France, c'était juste essayer de faire le minimum pour passer. Par exemple, c'est l'efficacité. Mon BTS, j'ai eu à 10,03. Voilà. C'était. Voilà. Je voulais poncer mon jeu au maximum pour en même temps passer. Mais j'ai eu de la chance, mais je l'ai eu, tu vois. Après, hop là, tu vois. Et j'avais pas vraiment envie de me dépasser parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de reward, en fait. À se dépasser, à faire des trucs de fou. Moi, si j'avais pas fait une classe prépa, c'était pareil. C'est juste qu'en prépa, t'as pas le choix, quoi. Ouais. T'as pas le choix. Mais la prépa, c'est une très très bonne chose. Hein. Ouais, c'est... C'est comme l'école militaire. Moi, je Franchement, regrette un peu de ne pas avoir fait militaire parce que, ok, on va pas rigoler, c'est chiant pour le coup, mais le bénéfice que tu as toute ta vie, c'est que toute ta vie, c'est ça. Toute ta vie, tu vas avoir un bagage. Moi, je suis allé en Corée. Ouais. Les mecs qui sont allés, ils ont quelque chose en plus. Ils sont plus hommes, ils sont plus matures, ils sont plus sérieux. Je sais pas, même ils ont une meilleure carrure. Direct, quoi. Ça te donne énormément le service militaire, je trouve. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pour un retour au service militaire. Ouais, pareil. Parce que les gens disent c'est 2-3 années de ta vie perdues, nanana. En fait, non, je pense que c'est, comme tu dis, du bagage. C'est une espèce de rite de passage, surtout pour les mecs, surtout pour nous, quoi. C'est une espèce de rite de passage, et tu gardes ça pour le reste de ta vie, en fait. Tu vois. Et tu rends compte que les hommes, nous, plus on nous tape dessus, plus on devient résilient. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un truc de fou. On en a besoin. Quand on te tape pas dessus, t'es tout doux, Ouais. Tu les vois, les gars, là, ils ont une vie simple et tout. J'en fais partie, d'ailleurs, On a une vie simple et tout. Et moi-même, il me manque ce truc. Je l'aurais pas, mais c'est comme ça. Mais c'est fou. Et tu vois d'autres mecs qui sont passés par des trucs, qui sont en mode waouh. Et en mode, c'est une des différences qu'on a. Par exemple, notre génération, nous, on a une génération assez exceptionnelle. Parce qu'on est né, il n'y avait pas Internet, on a tout vu. Et en plus, on n'a pas eu le service militaire. On était un peu des privilégiés, j'ai l'impression. On avait eu une voie assez royale parce qu'en fait, on avait l'Internet illimité. On n'avait pas de restrictions parce que nos parents ne comprenaient pas c'était quoi. Donc nous, en fait, c'était nous un peu qui avions l'edge sur nos parents. C'est nous qui apprenons limite à nos parents c'est clair. Comment faire. Et c'est assez unique quand même parce que par contre, moi, je sais que je vais mettre mes enfants, ça va pareil parce que moi, j'aurais les restrictions. Je bloque tout. Tu sais quoi ? Je pense même que tu auras un avantage par rapport à tes enfants parce que nous, on a grandi à un moment où la technologie, il fallait mettre la main dans le cambouis pour comprendre. C'est vrai que alors que eux, en fait, ça va être limite, ils vont tout commander par la voix, tu vois. Ils vont dire, hey Siri, vas-y, fais ci, fais ça, tu vois. Et donc, du coup, en fait, c'est fou. En fait, ça t'auras un avantage sur les enfants, quoi.
C'est fou, hein. Peut-être que ce sera différent, mais je pense que tu auras un avantage sur tes Mais enfants. même, là-dessus. même maintenant, par exemple, bah, moi je suis dev, toi t'es quoi? Tu te Euh, considères comme quoi en fait? Moi, en fait, Qu'est-ce que tu fais tous les jours en fait? ouais, bah, je fais plein de trucs. Mais genre, ouais, je sais coder. Je sais. C'est très hybride, en fait. C'est un maths, statistique, Bah, data programmation, analyst aussi. data analyst. C'est un peu tout ça combiné, quoi. Ouais. Mais je sais coder, forcément, par la force des choses. Bah oui. Euh, on va dire un peu software engineer, mais avec un gros background Maths. machine learning, maths, analyse de données, etc. Ouais, parce que je parle de ça parce que nous, un autre edge qu'on a, il y a des jeunes là, sûrement qui regardent la vidéo, mais il y a un truc que vous n'aurez jamais, les gars, c'est que nous, quand on commençait vraiment à bosser, il n'y avait pas ChatGPT. Ouais, ouais. Ah bah Et, ça, et du coup, on a tout appris de nous-mêmes, on a tout. Du coup, on était obligés. ouais. C'est ça qui était beau aussi. C'est un des trucs que j'aimais bien quand tu étais développeur, c'était que même l'école était à la ramasse. Ouais. Il fallait vraiment que tu ailles toi-même apprendre tout seul parce que sinon, tu pouvais pas. Tous les développeurs, on devait s'auto-former en Ah, fait. mais mec, ouais, c'est clair. Donc, Et même les entretiens d'embauche, c'est les questions de programmation, etc. Tu as dû faire ça aussi. oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, enfin. Hey, ChatGPT, vas-y. C'est compliqué, hein. Donc, ouais, mais c'est compliqué. Mais après, est-ce que c'est. C'est difficile de savoir comment le monde il va changer, en fait, dans les prochaines années. Peut-être que c'est pour le meilleur, hein, on verra. Bah, moi, je pense que, en fait, ce qui est beau, moi, je suis très optimiste. Je suis un Ouais, peu comme pareil. Elon Musk, tu Ouais, vois. ouais. Je suis un mec, faites Pareil. des bébés, faites des Je gosses. suis pareil. Je pense qu'on va, l'humanité va toujours trouver un moyen comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Je vois pas pourquoi euh, on aura un problème demain, hein. C'est vrai que là, la plus grosse menace, c'est l'intelligence artificielle qui risque de voler, on dit, le boulot de tout le monde. Et du coup, qu'est-ce que ces gens vont devenir? Mais ne vous inquiétez pas, hein, je pense que il y aura un autre truc sûrement Bien sûr. qui va en découler, Et hein. c'est pas la première fois que ça arrive, parce que si tu repenses aux précédentes révolutions industrielles, genre, à une époque, 80% de la population était dans les champs. Tu vois. Mm. Donc, du coup, les robots sont venus prendre le job de 80% des gens, parce qu'après, tu avais des tracteurs, etc., qui sont arrivés. Mais les gens, ils se sont mis à faire autre chose, en fait. Ouais, c'est tout. Donc, ouais, moi, je suis comme toi. Moi, je suis très optimiste. Je pense juste que pendant la phase de transition, il y aura beaucoup d'incertitudes. Et bah, les gens, il va falloir qu'ils soient résilients et qu'ils puissent s'adapter, quoi. Et par contre, il y a énormément d'opportunités Ouais, ouais, ça, à c'est l'heure où clair. on parle. C'est pas fini, c'est même le début d'une nouvelle ère. Ouais. Donc, qui dit début d'une nouvelle ère dit début de nouvelles opportunités. Je pense que ça va être incroyable. Moi, je suis très excité de voir qu'est-ce que ça va donner dans ces prochaines années. Ouais. Et puis, ouais. Bon, bah, merci, Ouais. Auguste, d'être Bah ouais. passé. C'était un super moment. Et ouais, juste, tu me demandais si j'ai un petit mot de la fin. Ouais. Ouais, pour moi, en fait, le mot de la fin, en fait, c'est l'alignement avec soi-même, en fait. C'est la clé. L'alignement avec soi-même, l'authenticité. Donc, ouais, si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre vie, il faut faire un peu d'introspection, réfléchir un peu, et ouais, oser et faire abstraction de ce que les autres peuvent penser. Et puis Et juste, voyager seul, voyager seul, ouais, clairement. et juste être aligné, quoi. Ouais. L'alignement. Mais C'est- voyager seul, c'est un hack. Ouais. Vous allez progresser à vitesse. En une année, par exemple, quand j'ai voyagé 1 an au Japon, j'ai fait x10 de mon développement personnel. Hmm. Il y a Ah bah ouais. toi aussi, à mon avis. Ah, mais mec, ouais, Ouais, totalement. c'est vraiment le hack de Ouais. voyager seul. Merci, mec. Merci C'est cool. à toi. Ouais. Et à une prochaine, hein.